Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau Daily d'opinion. Comme d'habitude, je suis en présence de Charles Gave et aujourd'hui d'une cravate rose. Voilà, faut quand même le Très dire, belle ma cravate. c'est une très belle cravate. C'est des petits chiens en train de courir après une balle. Voilà. Ça vient de Beaufort, Tyrac. Faut dire, c'est pas... C'était le truc que j'achetais dans les aéroports quand je devais mettre une cravate là. Ouais, bah franchement, c'est une belle cravate. Je pense que c'était un bon investissement. Aujourd'hui, je voudrais parler de la liberté d'expression et puis de la censure. Est-ce que c'est permis ? Voilà, est-ce que c'est permis ? Mais finalement, jusqu'où ça doit être permis d'un point de vue philosophique et que veulent en faire nos élites ? Parce que la semaine dernière, Mark Zuckerberg, je pense que c'était une des infos les plus importantes de la semaine, Mark Zuckerberg expliquait dans une vidéo que il y avait eu un shift culturel, c'est le terme qu'il a utilisé, avec la victoire dernière de Donald Trump. Donc le fondateur de Facebook et maintenant donc du groupe Meta avait donc annoncé un changement total de politique dans son entreprise. Donc ça veut dire plus de rémunération des fact-checkers. Jusque-là, en fait, des fact-checkers... C'est des vérificateurs d'informations. Voilà, qui étaient systématiquement, chez des grandes rédactions. Et par exemple, en France, c'était principalement depuis Le Monde et Libération que les fact-checkers étaient rémunérés par Facebook, donc Facebook France. Ce qui donne confiance. Voilà, ce qui donne confiance. Et ce qui était intéressant déjà, c'est que dans sa vidéo, Mark Zuckerberg parlait de cela, et il parlait il a évoqué le terme legacy media, pour parler justement de ces grands médias institutionnels, c'est-à-dire notamment les grandes chaînes de télévision et les grands journaux, le New York Times, etc. Et je trouvais que c'était intéressant parce que c'est un terme connoté, parce que legacy media, c'est un terme qui est utilisé surtout par Elon Musk. En fait, à chaque fois, il en parle toujours sur son compte Twitter, enfin sur X, Legacy C'est-à-dire Media. que pour lui, il y a les diplodocus, les Legacy Media, et puis les gens nouveaux comme lui, quoi. Voilà. Et donc, le grand mantra de Elon Musk, c'est de dire maintenant, you are the media, c'est-à-dire une forme totalement décentralisée. C'est-à-dire que la société choisit ses propres médias. Voilà, il n'y a pas de grand monolithe, en quelque sorte, adoubé par l'État et par les grands réseaux sociaux. Il y a les gens intéressants, les gens pas intéressants, et puis ensuite chacun se fait une idée. Donc il a annoncé donc la fin de la rémunération des fact-checkers. Il délocalise aussi son centre de modération de la Californie vers le Texas, donc il y aura un petit peu moins de cheveux bleus. Remplacement du chef marketing par un Trumpiste. Donc autrefois c'était un progressiste, maintenant c'est un Trumpiste. On apprend aussi qu'il y avait des tampons dans les toilettes des hommes chez Meta. Donc voilà, c'est original, mais maintenant c'est terminé. Enfin voilà, c'est tout un tas de signaux qui disent que Zuckerberg, en fait, on a un petit peu mal de se faire dicter ça. Alors, il y a deux lectures, et je pense que les deux sont pas forcément incompatibles. Je crois que M. Zuckerberg est un homme très prudent. Je pense il aussi. A senti le vent tourner. Je pense aussi, mais je pense que il a senti le vent tourner. C'est comme les résistants de 45. Oui, alors il y a de ça. Mais peut-être que c'est naïf de ma part, mais je pense qu'il a senti le vent tourner en lui-même. C'est-à-dire que déjà, j'avais vu quelques déclarations préalables. Peut-être, mais il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a une particularité du droit qui est intéressante, qui fait que si vous avez commis un crime ou si vous êtes pris en la main dans le sac, et si vous dénoncez vos petits copains et si vous dites à ce moment-là, la punition est bien moins sévère. Ouais. Et donc, il est peut-être en train de dire, moi, vous savez, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, mais je recevais des ordres, c'était de la part de Biden et tout, mais dans le fond, j'y croyais pas trop. Oui. Donc, il est en train d'essayer d'envoyer le balai en touche. Non, je peux pas, je ne juge pas de la qualité. Mais je veux dire que cette loi qui existe aux États-Unis, que si vous dénoncez vos copains, vous ne serez pas en tôle, aide beaucoup à la propagation des bonnes idées, quoi. Alors effectivement, il faut rappeler que tout de même il y a un enjeu, c'est que ça a été annoncé par Trump comme par J.D. Vance, c'est la volonté de faire tout un tas d'enquêtes sur ce qui s'est passé notamment en 2020. C'est-à-dire en 2020 et après, où on a empêché tous les Trumpistes de parler, voilà. On a empêché les choses de sortir. Donc il y a eu de la part de l'État Biden, des démocrates, une volonté tout à fait évidente
qu'il y ait une vérité officielle sur l'histoire de Trump. Et ils ont fait tout ce qui était nécessaire pour que ça soit... Parce qu'en même temps, il y avait toute une série de procès qu'on mettait à Trump, qui tous ont, pour l'instant, été injustifiés. Alors, ça mène quand même à toute une série de questions. C'est que... On en a souvent parlé ici, c'est... Qu'est-ce qui est arrivé à la gauche? Parce que pendant très longtemps, la gauche se faisait une espèce de gloire d'être le parti qui était contre la censure. Mm-hmm. Si vous voulez, la censure, c'était d'horribles régimes comme... on ne parlait pas de l'Union soviétique parce que c'était embêtant, mais on parlait des nazis, des fascistes, de l'Église catholique, ou je ne sais pas quoi. Et puis même la gauche plutôt social-démocrate post-Seconde Guerre mondiale était tout de même relativement opposée même au régime stalinien. Et du coup, il pouvait... pas en France. Non, mais il y avait toujours... pas en France. Tout Saint-Germain-des-Prés était favorable au communisme, ce qu'on oublie. Donc, si vous voulez, la gauche a toujours eu un rapport très bizarre avec la liberté d'expression. Quand elle n'est pas au pouvoir, elle est férocement pour, et quand elle est au pouvoir, elle est férocement contre. Donc, dès le moment où la gauche est arrivée et est devenue culturellement dominante en France, leur fanatisme pour la liberté d'expression a énormément baissé. Tout à fait. Vous savez, c'était la fameuse phrase de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc, si vous dites que Charles Gave est un ennemi de la liberté, il n'a pas le droit de parler, quoi. Ça paraît évident, non? Les 68ards qui voulaient tout envoyer balader, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils sont devenus sacrément conservateurs, au final. C'est vrai qu'ils sont devenus conservateurs, c'est qu'ils ont dit, nous avons la vérité, nous sommes la démographie dominante, donc les autres n'ont pas le droit de se plaindre ni de parler. Si vous voulez, la liberté d'expression, c'est un truc très curieux, parce que la plupart du temps, quand vous êtes au pouvoir, vous pensez que vous faites bien. Il y a des gens qui vous disent que vous ne faites pas bien, et honnêtement, la seule explication pour laquelle ils ne voient pas que vous faites bien, c'est qu'ils sont de mauvaise foi. Oui. Et donc, ils risquent d'empêcher le peuple d'aimer comme il le devrait ses dirigeants. Donc, la chose la plus simple, c'est quand même d'empêcher les gars qui ne sont pas d'accord avec vous, qui sont la minorité, puisqu'ils ont été battus, de s'exprimer. Donc, si vous voulez, il faut être un loup solitaire pour demander la liberté d'expression. Si vous êtes un homme de parti, un homme d'appareil et tout, vous avez besoin de la liberté d'expression comme d'un trou dans la tête. Hein. Donc, si la liberté d'expression, de la concurrence. Voilà. La liberté d'expression, c'est toujours un machin qui a été réclamé par des individus, mais rarement par des groupes. Oui. Effectivement. Si moi je pense tout seul, ce qui est la base de mon raisonnement, c'est que je pense tout seul, parce que je ne sais pas penser avec les autres, et puisque les autres pensent, ça ne m'intéresse pas des masses. Mais ça m'intéresse beaucoup quand je discute avec eux. Mais je veux dire, j'essaye pas de comprendre pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, parce que déjà, la plupart d'entre eux pensent de travers, donc je vais essayer de comprendre pourquoi les gens pensent de travers, c'est au-dessus de mes capacités. Mais moi, j'ai du mal à comprendre ce que je pense. Donc, et puis une fois que je l'ai compris, j'essaye d'expliquer, mais c'est extrêmement suspect, puisque normalement, il y a des gens qui sont plus brillants que moi, qui pensent la réalité, qui la pensent pour moi, et je devrais me contenter de ce qu'ils me disent. Donc la liberté d'expression, c'est ce qu'il y a de plus violemment contre ce qu'on appelle le principe d'autorité. C'est-à-dire que je suis le chef, je sais où fermer votre gueule. Oui. Qui existe dans un truc comme l'armée. Et encore pas toujours. Et donc, la liberté d'expression, c'est la défense de l'individu contre le chef un peu con. Et comme il y a une majorité de chefs un peu cons dans le monde, c'est assez peu populaire, la liberté. Oui, mais d'ailleurs, il y a assez peu de grandes individualités qui s'opposent à la liberté d'expression. Généralement, les grandes individualités, justement, comme elles prospèrent dans un monde de liberté, en général, c'est pas eux qui demandent la restriction de la liberté d'expression. En général, ça va être plutôt les politiciens, ceux qui effectivement représentent des groupes. C'est les petits hommes gris qui trouvent... Encore une fois, on revient à cette notion qu'on a développée souvent ici, c'est vous avez les groupes humains qui fonctionnent selon l'obéissance et les groupes humains qui fonctionnent selon la compétence. Les groupes humains qui fonctionnent selon l'obéissance,
ils sont pas pour la liberté d'expression. Le parti politique, le LFI, il est pour la liberté d'expression de dire toutes les conneries qu'ils veulent. Ouais. Mais si par hasard, il y a quelque chose que dit, je sais pas, le Rassemblement national, ils vont être vent debout contre, parce que comment peut-on laisser dire des erreurs pareilles ? Donc la plupart des gens sont très schizophrènes par rapport à la liberté d'expression. Quand vous êtes au pouvoir, vous êtes contre, et dès que vous êtes contre au pouvoir, vous êtes farouchement pour, quoi. Oui. Oui, c'est vrai que finalement, on voit les vrais penseurs ceux qui pensent vraiment la liberté d'expression sont pour la liberté d'expression même lorsqu'ils sont au pouvoir. C'est ça la différence essentielle. Tout à fait, effectivement. Et quand la gauche a été au pouvoir de façon institutionnelle, pouvoir éducatif, pouvoir culturel, pouvoir politique, à la limite pouvoir économique, ils ont toujours été violemment contre la liberté d'expression. Oui. Puisque la différence entre la gauche et la droite, c'est que la droite a des doutes sur la droite conservatrice, celle que je représente maintenant, ou dans laquelle je me reconnais, je représente rien du tout. Mais c'est que je ne sais pas si je suis bon ou si je suis mauvais. Donc, je me dis, je vais laisser parler les autres, parce que je ne sais pas quel est mon niveau de... Tandis que la gauche, elle n'a jamais le moindre doute sur le fait qu'elle représente le bien. Effectivement. Donc, à partir du moment où vous représentez le bien, tous vos adversaires, par définition, représentent le mal. Et donc, la nature de la gauche, c'est d'être totalitaire et essayer de supprimer la liberté. Oui. Et alors, pourquoi je parlais... Ils me disent, mais les vrais régimes de droite ont été le fascisme et le national-socialisme. En fait, ces régimes étaient des régimes socialistes. C'était une gauche qui avait dévoyé, mais c'était pas une droite qui avait dévoyé. Oui, en tout cas, en tout état de cause, c'est pas du tout représentatif de la droite d'aujourd'hui, ou même depuis plusieurs décennies. La droite chrétienne a été toujours vaguement en faveur de la liberté d'expression. C'est clair. Il y a largement plus de gens de gauche qui se revendiquent du communisme que de gens de droite qui se revendiquent du fascisme ou encore moins du national-socialisme. Absolument. Et alors pourquoi je parlais de cette vidéo de Zuckerberg, c'est pour noter un petit peu le contraste finalement. Alors déjà parce que Zuckerberg jusqu'à il y a une semaine donc était un saint homme selon tous nos grands médias et nos politiques aussi. Il avait l'air d'un zombie d'ailleurs. Oui, effectivement, mais il avait cette réputation effectivement d'un homme robot, d'un homme un peu robot, d'un cyborg. Oui. C'est vrai. Parce que maintenant il a les cheveux bouclés, il parle, il a l'air content. Effectivement, il paraîtrait que alors maintenant il est un peu plus détendu dans sa vie. Il fait du surf, il fait des sports de combat aussi. Et donc depuis qu'il est un petit peu plus normal finalement, eh bien il semblerait qu'il ait eu un penchant peut-être un peu plus conservateur. Voilà, il va se mettre à boire du vin et à courir les filles. Oui, c'est une possibilité. Voilà, il va se mettre à avoir 20 ans à 40 ou 45 ans. Il est jamais trop tard. Hein. Non, enfin voilà, je souhaite pas de mal. Pour noter le contraste, en parallèle, en Europe, on a beaucoup de discours pro-censure. Donc on a Thierry Breton, Marine Tondelier pour les écolos, Sandrine Rousseau, Jean-Noël Barrot aussi, qui est notre ministre des Affaires étrangères, qui veulent tous interdire Twitter, X désormais, à défaut d'ailleurs d'être capable de le quitter, parce qu'ils disent tous il faut quitter Twitter, mais enfin eux ils arrivent jamais à le faire, parce que généralement ils l'annoncent, mais ils reviennent 2 semaines après, parce que là où ils vont il n'y a plus personne, donc bon. Mais c'est là où on voit le paradoxe, c'est que tous ces gars-là, ils sont assez rigolos, c'est que dans le fond, on n'imagine pas De Gaulle tweeter. Je veux dire par là, c'est ils existent par l'espèce de bruit qu'ils font sur les réseaux. Mais finalement, ils disent rien, ils pensent rien, ils n'ont pas une idée originale. Ils existent par ces tweets qui s'envoient les uns les autres. Mais c'est du bruit, c'est le contraire de la réflexion, c'est le contraire de la politique. Donc ce qui me fascine avec tout ça, si vous voulez, c'est... Bon, ils disent tous qu'ils vont quitter X. Bon, ils le quittent. Ben, ça va peut-être leur permettre de réfléchir. Ils vont peut-être cesser de dire des conneries, d'envoyer des tweets, de dire des trucs idiots. Donc, c'est un petit peu comme dans les marchés financiers, qui est un peu mon truc, si vous voulez, c'est d'après tous les travaux qu'on fait ici. Il y a 97% des nouvelles qui sont du bruit. Et puis il y a 3% de nouvelles qui sont vraies. Donc, Twitter, c'est vraiment le machin dans lequel vous faites les bruits, par lequel les bruits passent, quoi. Mais pourquoi un homme politique sérieux voudrait-il passer par Twitter ?
Malgré tout, ça peut être un outil de communication assez puissant. Oui, mais j'entends bien, mais vous n'avez pas des choses importantes à dire toutes les 30 secondes. Quoi. Non, pas toutes les 30 secondes. Ils sont là, ils sont sur leur Twitter, vous les voyez à l'Assemblée nationale, personne n'écoute, ils sont tous en train de taper leur truc. Donc ça veut dire aussi une espèce de présence de l'immédiate dans la vie des hommes politiques qui est stupéfiante. Pourquoi ont-ils besoin d'un truc pour être reliés immédiatement à tous les gens qui, soi-disant, les écoutent? Je sais pas, moi, il me semble que de temps en temps, je sais pas, le Christ, il est parti au désert pendant 40 jours, sans rien bouffer, si c'est des sauterelles ou je sais pas quoi. Se retirer et réfléchir, c'est peut-être un truc... que je conseillerais ça à... Comment elle s'appelle, à Madame Tondelier, je sais pas comment elle s'appelle. Oui, Tondelier ou Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau. Comment elle s'appelle? Il y en a une qui s'appelle Aubry aussi. Oui, Manon Aubry, oui. C'est la fille de... Non, je crois pas que... Je crois pas qu'il y ait lien, non. Non. À part à peu près sur les idées, mais sinon, non. Ça n'a pas cessé de décliner depuis Delors jusqu'à Aubry. Et maintenant, si ça arrive à celle-là, ça doit être la petite fille. On arrive à un niveau de déliquescence totale. Il n'y a plus d'idées, il n'y a plus que de la bouillie. Donc, cette espèce de désir de la gauche d'empêcher les autres de parler, c'est ce qu'avait écrit Revel il y a très longtemps dans La Tentation totalitaire, ça. C'est que si vous êtes un esprit médiocre et que vous faites ratatiner par un esprit brillant dans un débat, par exemple, la solution, c'est d'empêcher l'esprit brillant de parler, non? Oui, c'est exactement ce qu'ils veulent faire avec Musk. C'est marrant de voir à la fois cette fascination qu'a la classe politique pour Musk. Je ne sais pas si vous avez sûrement vu cette photo, et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent l'ont vu aussi. Il y avait cette photo pour l'inauguration du retour de Notre-Dame, où il y a Musk qui passe comme ça. Devant, il y a Sarkozy, il y a sa femme, il y a François Hollande, il y a je sais plus qui d'autre. Et ils regardent tous Musk, mais comme si c'était clairement l'homme le plus important dans la salle. Et à la fois, il y a cette espèce de fascination, parce que évidemment, c'est, alors peut-être avec Trump aujourd'hui, mais c'est peut-être l'homme le plus important du monde. Et eux sont totalement insignifiants et l'histoire ne se souviendra pas d'eux. Et encore là, j'ai cité des anciens présidents. J'ai cité François Hollande, j'ai cité Sarkozy, il y avait Barnier. Peut-être que l'histoire se souviendra un poil plus d'eux que de tous les autres que j'ai cités, à savoir Thierry Breton ou Marine Tondelier, quoi. Alors, ce qui me fait rigoler, c'est quand Musk a commencé à sortir, vous pourrez retrouver ça d'ailleurs sur notre historique, j'ai dit Musk, c'est le nouveau Solzhenitsyn. C'est-à-dire celui qui est chargé, qui a reçu une mission, ou du moins c'est ce qu'il croit, de nettoyer le woke comme Solzhenitsyn avait nettoyé le communisme, c'est-à-dire du point de vue moral. Et ça me fait rigoler parce que Musk cesse de monter en puissance, en charisme, et en même temps les autres ne cessent de baisser. Et quand on voit un homme comme Breton, qui est l'épitome de la médiocrité et du capitalisme de connivence, se dire qu'il va se payer Musk, il suffit que la France dise, vous savez quoi, il suffit que Musk dise à la France, si on le fait trop chier, vos fusées là que vous voulez envoyer pour envoyer vos satellites, elles sont à la fin de la liste là parce qu'il n'y a plus que moi qui envoie des fusées. Donc il y a eu une hausse extraordinaire du poids de l'État dans l'économie. On a vu arriver des tas d'hommes extraordinairement médiocres et qui aujourd'hui se prennent très importants parce qu'ils sont à la tête de l'État, mais ces hommes qui sont à la tête d'État complètement inefficaces sont en train de se faire déduire moralement et intellectuellement par un homme qui vient de l'extérieur et qui a réussi des trucs extraordinaires. Donc c'est le même cas que Solzhenitsyn. Mais ça veut dire un truc très intéressant. Ça veut dire que la légitimité n'est plus dans le pouvoir politique, mais dans l'entrepreneur qui a réussi de façon extraordinaire. Et les gens ont plutôt envie d'entendre parler Musk qu'entendre parler M. Macron, qui n'a jamais rien réussi dans sa vie, quoi. Mais c'est clair que Musk a un impact sur l'humanité qui est juste infiniment plus important que Thierry Breton. Ben, vous vous dites, moi je préfère savoir ce que Musk pense du futur que ce que pense M. Thierry Breton, quoi. Surtout que Thierry Breton dit, il pourrait dire moi ce que je pense et puis on l'écouterait avec intention, peut-être. Mais là il dit, ce que je veux c'est empêcher M. Musk de parler. Effectivement.
C'est-à-dire, je veux empêcher Musk de transmettre ce qu'il a compris du monde. Oui. Pour que moi, je puisse transmettre ce que j'ai transmis du monde. Mais t'as rien à transmettre, mon grand. T'as toujours été un grand truc vide et plein. Il y a jamais eu... Breton n'a jamais eu une idée de sa vie, ni un truc intelligent. Parce que Musk, il a eu des idées géniales tant que t'en veux. Donc, empêcher le type qui a eu des idées... On voit vraiment le paradoxe, c'est que celui qui n'a pas d'idées veut empêcher celui qui a des idées de parler. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai noté une autre grande différence d'attitude, c'est qu'il y a quelques années, certaines personnalités de droite disaient aussi qu'il fallait quitter Twitter. Mais alors, les raisons étaient tout à fait opposées à celles de la gauche aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait énormément de modération, les comptes pouvaient être supprimés comme ça à l'appel, parfois même c'était votre adresse IP qui était visée, donc vous ne pouviez pas recréer. Et ça se passait aussi sur YouTube, ça se passait partout. Voilà, tout à fait. Vos tweets, ils étaient supprimés. Enfin voilà, vous aviez parfois une espérance de vie sur Twitter qui ne dépassait pas les 2 semaines. Surtout le paroxysme de ça, c'était vraiment la période à peu près 2018 à 2021, 2022, quelque chose comme ça, notamment avec l'histoire de Covid, de vaccins. Si vous disiez du mal du Covid, par exemple, nous on a fait des émissions à l'époque, on n'avait pas le droit de prononcer le mot Covid, parce que si on le prononçait, tac, on était barré. Oui, effectivement. Et donc, par conséquent, on disait, peut-être il faudrait avoir notre espace à nous en dehors de Twitter, parce que sinon juste on peut pas s'exprimer sur internet. Et les raisons des personnalités de gauche pour elles quitter Twitter ou pour interdire Twitter sont totalement inverses, c'est-à-dire qu'elles ne se plaignent pas d'être justement trop modérées, elles se plaignent qu'il n'y ait justement pas de censure. Il n'y a pas de censure. Les personnalités de gauche ne sont pas du tout exclues de Twitter. Non, il faut ce qu'ils veulent. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est un débat qui remonte au début de l'Internet. Le début de l'Internet, les sociétés de l'Internet ont eu des avantages fiscaux monstrueux parce qu'elles ont dit, nous ne sommes pas des éditeurs, nous sommes le papier sur lequel les gens écrivent, mais nous n'avons aucune responsabilité. Ouais. Bon, ça, c'était l'idée de Google et tout. Donc, ils ont eu des avantages fiscaux considérables. C'est comme un endroit où, dans le fond, les idées pouvaient se déployer, mais personne ne contrôlait. Et puis, on s'est bien rendu compte après, assez rapidement que tout le monde contrôlait dans tous les sens quand vous aviez une idée pas correcte. Et donc, le départ, ça a été de dire, si Google ou Twitter, quand il n'était pas contrôle ce qu'il y a sur ce web, à ce moment-là, ils deviennent des éditeurs et doivent être taxés comme des éditeurs. Plus d'avantages fiscaux parce que c'est plus du papier, vous contrôlez là. Et puis, ce brave Musk a pris le contrôle de Twitter et l'a retransformé en papier. Parce que lui, il n'a pas de... Il laisse parler à peu près tous ceux qui veulent. C'est-à-dire qu'avec le contrôle... C'est-à-dire que le gouvernement avait un avantage énorme, c'est-à-dire qu'il disait aux gens, si vous laissez passer des idées que j'aime pas, je vous fais sauter votre avantage fiscal. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait avec beaucoup d'intérêt, etc. Maintenant que l'avantage fiscal est reconnu et que Twitter ne fait pas d'intervention, on ne peut plus le faire sauter. Mais les gars qui continuent à faire des livres à la place de fournir le papier, eux, ils risquent de se faire choper du point de vue fiscal. Donc, derrière tout ça, comme très souvent, il y a une grosse histoire d'argent. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis il y avait un avantage fiscal qu'on leur laissait à condition que finalement ils contrôlent. Ah oui, et puis voilà, pour revenir sur Zuckerberg, je pense que Zuckerberg, on le laissera peut-être tranquille si il dit exactement ce qui s'est passé pendant les années Covid, etc., où des gens du gouvernement lui ont mis la pression. C'est-à-dire, la question qu'on va savoir, c'est est-ce qu'il y a des gens qui doivent aller en tôle ? Oui. C'est ça. Aujourd'hui, la vraie question, c'est qu'on se rend bien compte que l'état profond du Parti démocrate et républicain a tout fait pour se débarrasser de Trump en utilisant la loi. Et maintenant, à partir du moment où le FBI retombe sous le contrôle d'une autorité politique, est-ce qu'ils vont mettre en tôle toute une série de gens ? Et c'est ça la question. Et ce que Zuckerberg essaye de faire, c'est de dire je l'ai fait parce que j'étais forcé, mais c'était pas moi, c'était lui, quoi. Ouais. J'ai suivi les ordres. Vous savez, c'est le vieux truc des gens dans les camps de concentration. Moi, vous savez, je suivais les ordres. Donc, à partir du moment où je vois quelqu'un se dire j'ai suivi les ordres, je me dis il doit y avoir un nombre de gars
qui doivent fouetter en ce moment, ça va être quelque chose. Effectivement. Je pense pas que Musk ait suivi beaucoup d'ordres dans sa vie. Alors non, Musk, clairement, il a préempté le truc. Mais d'ailleurs, justement, Zuckerberg avait un peu la réputation d'être l'anti-Musk, le modèle inverse. Aujourd'hui, justement, il le rejoint sur sa vision des choses. Donc c'est vraiment très intéressant de voir justement tous ces... comment dire, ces sortes de curés de la nouvelle religion finalement perdre pied totalement en disant que leur grand allié est en train de les quitter. C'est ce qu'il y avait toujours, si vous voulez, ce que les papes disent quand ils sont élus d'après sur de la fenêtre, souvent ils disent la vérité l'emportera toujours sur le mensonge, mais on ne sait jamais quand. Ouais. Mais ça là, peut prendre du temps. Oui. Ça peut prendre du temps, mais en même temps, quand le mensonge s'écroule, c'est très rapide. Oui. C'est-à-dire ils maintiennent le mensonge et puis d'un seul coup, clac, ça tombe en 3 mois comme en Union soviétique. Et je me demande si le mensonge de la gauche, globaliste et tout, n'est pas en train de s'écrouler comme c'est écroulé en ce moment. Effectivement, on peut avoir cette impression-là aussi, c'est-à-dire que finalement, leur pouvoir ne repose plus sur grand-chose. Avant, ils pouvaient justifier tout un tas de trucs. Faut dire qu'ils avaient beaucoup d'alliés dans le monde. Voilà, les États-Unis, c'était l'administration Biden et tout. On sent que les choses vont changer de manière très radicale. Chez nous aussi, les choses changent et elles peuvent changer vite. On se rend pas compte parce que à chaque fois, on est habitué à un certain rythme de vie politique et donc à un certain certaines idées progressent mais de manière lente. Et on se dit, oh là là, mais combien de temps ça va prendre pour être majoritaire ou pour arriver au pouvoir ou pour du moins être dominant d'un point de vue culturel. Et parfois ça prend beaucoup de temps, ça peut prendre 4, 5, 6 décennies, sauf que généralement les derniers moments ça peut aller très très vite. C'est ce que disait Lénine, il avait une formule, il disait souvent dans l'histoire, il se passe plus de choses en 15 jours qu'en 15 ans. Ouais. On se demande si on n'est pas en train d'arriver à un moment où il est en train de se passer des choses. Ça me fait rigoler parce que regardez, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, il gueule comme un âne parce que Musk a remis sur le tapis cette histoire des pauvres petites filles qui étaient violées par des gangs de Pakistanais. Oui. Et il dit c'est une intervention inacceptable dans les affaires du gouvernement britannique. Qu'est-ce qui lui permet à Trump ? Ce même gouvernement britannique qui était au pouvoir déjà avait envoyé une centaine de militants du travailliste faire la campagne pour le Biden, pour Harris aux États-Unis. Harris, ouais. Et donc, il se permettait d'intervenir dans les affaires américaines. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que la droite, le truc qu'on appelle la droite, qui n'est pas la droite, mettons le pays, les gens libres, maintenant se permettent de réattaquer quand ils ont été attaqués, de contre-attaquer. Et la gauche trouve ça totalement insupportable. Évidemment. Regardez les réactions de Macron, de Breton. Mais comment ? Enfin, qu'est-ce qui se passe pour ce type se permet de me rentrer dedans ? Mais oui, couillon, tu n'as pas arrêté de l'essayer de l'empêcher de parler. Donc, si vous voulez, ce que je trouve étonnant, c'est le Parti de la Liberté, mettons, contre-attaque maintenant assez violemment ceux qui veulent l'empêcher de parler. Et les autres sont douloureusement surpris. Ouais. Ils disent, mais comment ? Mais ça fait 40 ans qu'ils essayent d'empêcher les premiers de parler. Mais sans que jamais personne ne dise rien. Mais d'ailleurs, ils n'ont jamais pris de rétorsion contre des gens qui intervenaient dans la politique extérieure dès lors que ça allait dans le bon sens. Ils ne sont jamais intervenus sur des réseaux sociaux qui pratiquaient une modération, extrêmement dure pour limiter la liberté d'expression. Ils ne se sont jamais pris à ces plateformes-là qui allaient à l'encontre du droit à la liberté d'expression. Ils s'en prennent que aux plateformes qui justement la pratiquent de manière un peu trop orthodoxe selon eux, quoi. Donc effectivement, on voit bien là que ils n'ont jamais rien dit sur George Soros, qui finance des mouvements politiques, des ONG, des juges à la Cour européenne des droits de l'homme. Ils n'ont jamais rien dit sur lui. Ils disent ça fait partie du jeu. Moi, je suis pas forcément contre l'idée que effectivement ça fait partie du jeu, mais en revanche, du coup, ça fait partie du jeu dans les deux sens. Ben voilà. Et ça fait partie du jeu aussi quand Musk, d'ailleurs, le fait de manière beaucoup plus transparente au passage. Et le revendique. Effectivement. Et le revendique, tandis que George Soros, si vous voulez, il fait nommer des gens ici ou là, mais il n'en parle pas. Ouais. Donc, tout à fait. Et alors même si vous en parlez, c'est toujours un petit peu ambivalent, parce que si vous en parlez de manière positive, c'est très bien. Si vous en parlez de manière négative, vous êtes antisémite.
Et là, on retrouve la façon qu'ils avaient aussi de contrôler la liberté d'expression. C'était par l'intermédiaire de tribunaux qu'ils avaient créé à cet effet. Absolument. Musk ne contrôle pas de tribunal. Non, il ne contrôle pas de tribunal. Alors que tous ces gars-là, ils vont utiliser des tribunaux pour essayer de faire reculer Musk. Donc on voit bien que c'est l'organisation administrative de la censure qui se heurte à la liberté d'expression. Il n'y a pas que des hommes, il y a aussi toute une organisation qui est payée pour ça. Ouais. Et Astrid, je voulais parler d'une étude que j'ai trouvée assez intéressante. Alors c'est un type qui s'appelle Xavier Van Lierde sur X, donc, qui a fait un thread sur une étude de l'université de Dresde sur ce qu'on appelle la polarisation affective. Et c'est-à-dire que la polarisation affective, comment on pourrait définir ça? C'est en quelque sorte l'incapacité d'accepter que des personnes ou des groupes de personnes puissent avoir des idées radicalement différentes des siennes, ou en tout cas l'incapacité d'accepter que ces gens soient vus à égalité avec vous en termes de légitimité. C'est-à-dire éventuellement peut-être des groupes de personnes peuvent avoir des idées, mais on doit quand même me reconnaître moi comme instrument légitime, et finalement les autres comme des espèces de fous. Ils sont vaguement anormaux. Voilà, ils sont vaguement anormaux pour le moins. Et je trouve que c'est une notion intéressante parce qu'on raisonne beaucoup en termes de modération ou d'extrémisme. Voilà, on parle des extrêmes, sous-entendu Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Alors déjà au passage, les extrêmes, s'ils commencent à faire plus de la moitié de la population, c'est que c'est plus si extrémiste que ça. Et puis on peut être très modéré d'un point de vue des idées, c'est-à-dire être au milieu sur à peu près tout, un parfait François Bayrou, mais on peut être modéré de manière très extrême. C'est-à-dire qu'on peut être très intolérant envers tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, tout en étant très modéré. Et ça, c'est exactement ce que révèle, en partie cette étude, c'est que les centristes aussi peuvent être vraiment très intolérants à cet égard. Et c'est révélateur. D'ailleurs, c'est une étude européenne, donc c'est pas que sur l'Allemagne, mais voilà, ça étudie la France aussi, certains pays du Nord, l'Angleterre. Et ça révèle absolument tout ce qu'on entend depuis maintenant quelques décennies sur ce qu'on appelle le cercle de la raison, le champ républicain, tous ces termes-là qui sont utilisés finalement pour délégitimer toute une partie de l'opinion. Qui sont dans le fond. Vous savez ce que, je sais plus, c'était un pasteur allemand, je crois, qui est mort dans un camp de concentration, qui disait que le danger dans une société, c'est pas les bruits de bottes, c'est le glissement feutré des pantoufles. Et ces gens, le centre, si vous voulez, qui vous disent ah non, tous ceux qui sont à l'extrême, là non, leurs idées sont même pas recevables. D'abord, t'en sais rien, et ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était les trois crapules qui étaient partis avec De Gaulle, qui étaient des anciens criminels Donc, dans les périodes extrêmes, la vérité est rarement au centre. Tout à fait. Donc, si vous voulez, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que là, on était dans une période où tout était toujours au centre, et le centre, c'était le seul endroit où il y avait la civilisation et tout. Mais je crois qu'on rentre dans une période où la vérité va revenir à des gens qui sont aux extrêmes, oui. Et tous ces gens-là, dans le fond, c'est simplement des lâches. Ouais. De toute façon, on peut être très modéré et quand même être extrêmement bête. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, on peut être très excessif, mais il y a des moments où, si j'ose dire, ne pas être excessif est un crime. Dans certaines situations, oui. On ne peut pas être modéré quand on amène des enfants dans des camps. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas dire peut-être bien couille, peut-être bien que... Non, il faut comprendre, c'est pas vraiment de leur faute. Non, alors il faut accepter, mais réguler. voilà. Donc, si vous voulez, il y a des moments où il y a des choses qui sont tout simplement inacceptables. Et ce qui m'intéresse avec Musk, c'est qu'il a l'air d'avoir bien compris ça. Et dès que quelque chose lui paraît inacceptable, il le prend à sa charge. C'est-à-dire que, par exemple, c'est lui qui a refait naître toutes ces petites filles qui avaient été martyrisé pendant 30 ans aux Angleterres sans que personne ne fasse rien. Donc j'aime bien, moi ce qui me plaît dans Musk, si vous voulez, c'est qu'il est excessif. Oui.
Et ça, je trouve ça au poil. On a besoin de personnalités excessives dans des temps comme ce qu'on vit. Effectivement, quand on voit les affaires de grooming gangs dont on a parlé la semaine dernière, on peut pas se dire oui, alors quand on voit l'intervention du système politique par exemple, dans les élections américaines, la façon dont ils ont essayé de mettre... Là aussi, il faut être excessif. C'est-à-dire que les juges qui se sont livrés à ce genre de pratique, qui ont accepté ça, doivent aller passer le reste de leur vie en prison. On peut pas ne pas être excessif quand la justice devient une arme de l'exécutif. C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a cette espèce de lâcheté du milieu fait que non, on va rien dire, Si, non, c'est... Une saloperie, est une saloperie, même si elle est faite par un centriste. Oui, et d'ailleurs, les centristes peuvent être tout à fait excessifs aussi. Encore une fois, pour revenir sur ce brave Thierry Breton, la semaine dernière, il disait sur un plateau que les entités européennes étaient intervenues en Roumanie pour annuler l'élection. Pour annuler l'élection, pour faire refaire l'élection, à cause d'une prétendue manipulation sur TikTok. Au passage, qu'il y ait eu une manipulation ou pas sur TikTok, on s'en fiche. Je veux dire, c'est difficile de prouver qu'une manipulation sur TikTok a directement modifié le résultat d'une élection. Il y a des manipulations tout le temps sur les grands médias. Je veux dire, pour autant, il n'y a pas de suppression de l'élection. Et il a dit aussi quelque chose de extraordinaire, c'est que si la même chose se passait en Allemagne, il ferait pareil. Absolument. Sous-entendant, s'il y a une influence depuis le réseau social Twitter X sur l'élection en Allemagne et qui votait AfD, finalement, ils interviendraient pour dire que non, l'Allemagne n'avait pas voté AfD, quoi. Ce qui est très étonnant, parce que ça prouve que, ce qu'on a toujours dit ici d'ailleurs, c'est qu'ils ne pensent pas que le souverain, ce soit le peuple. Ils pensent que le souverain, c'est les guides éclairés du peuple qui lui disent « Non, alors cette fois-ci, t'as pas bien voté, donc tu vas revoter ». C'est ce qu'on a fait avec l'Irlande pendant 2 ou 3 fois pour qu'elle rentre dans l'Europe et qu'elle accepte l'euro. Donc, si vous voulez, c'est extraordinaire, c'est ce que disait Juncker, l'animal qui a été le président de la Commission pendant un certain temps avant. C'est qu'il disait, il ne peut pas y avoir de réforme démocratique de l'Europe. C'était sa grande phrase. Ça voulait dire que l'Europe était maintenant montée comme un système non démocratique qui ne pouvait pas être réformé par des volontés des peuples. Mais c'est ce que nous dit Breton. Ouais. Mais absolument. C'est étonnant, quoi. Ouais. C'est-à-dire, j'en veux plus, ça fait rien, tu auras droit quand même. C'est ce que nous a fait Sarkozy avec Lisbonne. Donc, si vous voulez, c'est extraordinaire ce truc de dire, il y a un projet, vous ne pouvez pas y échapper. C'est encore une fois le communisme, quoi. La marche inexorable de l'histoire. Ouais. Donc, ces crétins sont persuadés qu'ils connaissent le futur et que eux, leur tâche, c'est de préparer les peuples à ce futur qu'ils connaissent. Ouais. Mais ils sont débiles. Personne ne connaît le futur. Et pourtant, malgré quand même leur manipulation maintes fois répétée, aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas davantage acceptée par les gens. Mais tout le monde les déteste de plus en plus. Oui, de plus en plus. Vous n'avez qu'à voir Orban, ils sont tous là. Et la vraie question, c'est que les élections allemandes vont être très importantes pour 2 raisons. La première, parce qu'on ne sait pas très bien ce que va faire l'AfD. Et la deuxième, c'est parce qu'il paraît pas du tout impossible que, dans le fond, l'AfD soit majoritaire dans toute l'ancienne Allemagne de l'Est. Ouais. Et alors là, ça va créer une situation en Allemagne politiquement qui sera très difficile, c'est-à-dire que l'ancienne Allemagne de l'Est sera d'un côté, et puis tout le brave centre mou, là, tous les ventres mous, tous les fromages blancs seront de l'autre. Et ça risque de créer des tensions à l'intérieur de l'Allemagne très très fortes. Ouais. Très très fortes, parce que si vous voulez, si ça continue comme ça, l'Allemagne de l'Est va demander son indépendance, quoi. Pour être attaché à je sais pas quoi, mais vous voyez ce que je veux dire, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vivrait très mal, effectivement, le fait d'être dirigé littéralement par l'Allemagne d'à côté, quoi. Et qu'il y en a pas un qui vote comme eux, quoi. Ouais. Donc, ça va être... En fait, c'est ce que j'avais écrit dans mon dernier livre, c'est que quand cette espèce de... Enfin, l'avant-dernier, La vérité vous rendra libre, c'est que quand cette espèce de glacier intellectuel s'écroulera, ça va s'écrouler en très peu de temps. Je crois que cet écroulement a commencé. C'est-à-dire que l'écroulement de la social-démocratie a commencé. Ouais. Oui, mais c'est ce dont on parle depuis un certain temps. C'est à quel point tous les régimes justement qui se fondaient sur le refus de cette nouvelle
je voudrais pas dire une domination de la droite, mais enfin, il y a quand même un nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire l'absence d'alternative. C'est-à-dire que vous avez dit, cette espèce de classe technocratique, c'est que maintenant, le monde ne peut aller que dans une direction. C'était ce qu'on appelait ça la mondialisation heureuse et tout ce truc-là. Ben, c'est pas vrai du tout. Le monde est en train de partir dans tous les sens, comme il l'a toujours fait d'ailleurs. Et c'est très bien comme ça. Et on va faire plein d'expériences qui sont différentes. Mais cette tentative de remettre tous les gens dans un carcan où tout le monde a une voiture et la nettoie le dimanche, c'est fini, quoi. C'est fini. C'est-à-dire, on rentre dans un monde qui est à nouveau chaotique. Mm-hmm. Et je trouve ça au poil. Mais ces gens qui ont été derrière étaient les mêmes que ou les enfants de ceux qui étaient derrière le communisme. C'est la même idée. Mmh. D'une population qui est gérée par des gens qui savent et on ne leur donne pas les bonnes informations parce que ça les rendrait malheureux. Ouais. Mais alors derrière, je voudrais malgré tout peut-être prendre un petit peu de recul par rapport à purement cette actualité. Et peut-être réfléchir sur la notion de liberté d'expression de manière générale, de manière un peu philosophique finalement. C'est-à-dire, est-ce que la liberté d'expression doit être absolue ? Ou est-ce qu'il est légitime de vouloir la limiter, la cadrer Elle ne peut être qu'absolue. Elle ne peut être qu'absolue. Parce que dès le moment où vous dites, non, il y a des choses qu'on ne peut pas dire... Ouais. À ce moment-là, vous dites, mais qui a la responsabilité de déterminer ce qui... Et à ce moment-là, ceux-là, ils vont immédiatement abuser leur pouvoir. La contrepartie de ce que je viens de dire, c'est que les tribunaux sont faits pour juger des mensonges et des appels au meurtre. Donc, vous dites, par exemple, que vous êtes un chaud partisan d'Hitler et que vous recommandez à tout le monde de lire Mein Kampf. Ça, vous avez le droit de le dire. Mais à ce moment-là, vous pouvez être poursuivi par des gens qui disent que vous avez menti, ça n'a pas marché en Allemagne, etc. Donc vous avez dit que l'Allemagne, ça marchait très bien sous Hitler. Donc les excès de la liberté d'expression ne peuvent être punis qu'ex post. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de dire quelque chose, mais vous pouvez le punir s'il a dit quelque chose qui est vraiment faux. Donc, mais par exemple, prenons les lois mémorielles. Aujourd'hui, on vous empêche de parler d'un certain nombre de trucs. C'est criminel. C'est ce qu'avait dit Simone Veil, d'ailleurs. C'est criminel d'empêcher les gens de dire quelque chose. Mais par contre, si vous dites un certain nombre de choses qui sont fausses sur les camps qu'en fait, c'était des camps de vacances ou je sais pas quoi, à ce moment-là, vous pouvez être attaqué pour avoir dit ça et que ça a été prouvé historiquement comme étant faux. Donc, il faut supprimer toutes les lois mémorielles et réintroduire les punitions ex post, c'est-à-dire quand le type a dit quelque chose qui était manifestement et scientifiquement faux, on lui rentre dedans et on le punit. Donc, on ne peut pas punir quelqu'un de ce qu'il n'a pas dit. Effectivement, ça empêche de réfléchir quand même sur un... Mais il y a toute une série de choses où on peut pas réfléchir. Et c'est pas acceptable. Ouais. On a le droit de parler des choses. Et je vous donne un exemple qui est arrivé à Emmanuel, c'est-à-dire que dans un débat comme ça à la télévision il y a quelques années, il y avait eu Foriston, qui était un négationniste, avait dit des conneries sur les camps. Il a été condamné et c'est devenu les arrêts Foriston. Ouais. Bon. Ouais, Foriston. Les arrêts Foriston, bon, c'était très bien. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Emmanuel a dit dans un débat, ça avait été, qu'il y avait une juriste assez célèbre qui s'appelait Frison Roche qui avait parlé de ça, et elle avait dit, les arrêts Foriston ont montré qu'on pouvait punir quelqu'un qui mentait avant les arrêts mémoriels, tu vois, c'était... Oui. Mais quelqu'un qui, dans la psychologie des journalistes qui ne savent rien, quelqu'un qui citait les arrêts Foriston, ça voulait dire qu'il était favorable à Foriston. Or, les arrêts Foriston, c'est ce qui condamnait Foriston. Mmh. Donc, si vous citiez Foriston, ça faisait gling, 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 ouais. Ça voulait dire que vous étiez quelqu'un qui était un négationniste. Et donc, elle a eu plein d'emmerdements, parce qu'elle a dit, Emmanuel Graef, qui est une négationniste. Oui. Elle disait simplement, l'arrêt qui condamnait Foriston suffisait largement, on n'avait pas besoin de loi mémorielle. Oui, bien sûr. Eh ben non, si vous citez Foriston, c'est que vous êtes un négationniste. Ouais. Donc ça vous permet aussi, à partir du moment où vous prenez ces trucs ex ante,
ça vous permet d'empêcher la discussion sur n'importe quoi, parce que par principe, si le type connaît par exemple les arrêts Foriston, eh ben, c'est que c'est sans doute un négationniste, parce qu'un type normal ne connaît pas ça. Oui, alors que justement, tout l'objet, c'était de montrer qu'on pouvait être puni par la loi pour ce genre de truc, alors qu'il n'y avait pas eu encore les lois mémorielles. Donc tout ça, si vous voulez, c'est... Donc si vous citez par exemple dans un débat, allez, faites Pétain, allez hop, immédiatement, vous avez toute une série de gars qui vous disent vous êtes donc favorable à Pétain. Mais je leur dis non, attendez une seconde, c'est lui, par exemple, celui qui a créé la Sécu. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc ça amène à une automatique simplification, simplisme de toutes les discussions. Oui, vous ne pouvez plus introduire des nuances, etc. Ça devient insupportable de conneries, quoi. Ouais. Et je voudrais parler un petit peu de John Stuart Mill, puisque John Stuart Mill... qui est enterré à Avignon. Voilà, qui avait écrit dans De la Liberté, de 1859, où il parlait du principe de liberté ou principe de non-nuisance, et qui liait ça avec la notion de liberté d'expression, où il développait aussi la notion que je trouve intéressante du marché des idées. Oui. Et dans le marché des idées, en fait, il y a forcément des idées fausses ou impopulaires qui méritent malgré tout d'être exprimées. Déjà, ne serait-ce que pour être éprouvées face à d'autres idées qui, elles, sont beaucoup plus vraies ou beaucoup plus populaires. D'autant que ces idées-là, c'est une notion intéressante. Il dit que les idées fausses ou impopulaires comportent souvent tout de même quelques fragments de vérité. Et puis, elles obligent aussi la stimulation de la défense de la vérité. Puisque si on interdit tout ce qui n'est pas la vérité, derrière, on ne sait plus pourquoi la vérité est la vérité, puisqu'on ne sait plus le défendre face au mensonge. Oui. Et donc derrière, justement, on devient complètement débile parce qu'on ne sait plus pourquoi. Vous récitez des catéchismes à ce moment-là. Voilà, ça m'a fait penser à un débat récemment qu'avait eu Eugénie Bastier, je sais plus où elle avait dit que c'était pas grave que il y ait des gens qui pensaient que la Terre était plate et que il fallait pas interdire l'opinion selon laquelle la Terre était plate, et son interlocuteur pensait lui que c'était très grave qu'il y ait des gens qui pensent que la Terre est plate et qu'il fallait interdire ce genre d'opinion. Sauf que si on interdit purement et simplement les gens qui pensent que la Terre est plate, derrière, on ne saura plus pourquoi la Terre est ronde. On ne saura plus l'expliquer. D'ailleurs, j'ai jamais compris. Mais je vous le dis entre parenthèses, par exemple, il y a des tas de choses que j'ai jamais compris dans tout ça. C'est pourquoi quand en hiver il fait chaud dans la zone sud et on est froid dans la zone nord, j'ai jamais compris ce coup-là. Mais... Ah, mais c'est par rapport à l'inclinaison de la Terre. Ouais, la Terre n'est pas toute. Mais quand même, la distance du Soleil. Enfin bref, j'ai toujours considéré ça. Il y a des tas de trucs dans le fond que j'ignore. Ah c'est pour ça vous pouvez faire une expérience assez simple. Vous mettez une lampe tout à fait classique, une lampe de chevet par exemple, et vous la mettez sur une sphère. Et la sphère, vous allez l'incliner d'une façon ou d'une autre, et vous allez voir qu'il y a une partie qui reçoit clairement beaucoup plus de lumière, et on voit que forcément les parties qui sont un petit peu plus loin reçoivent moins de lumière, et donc plus loin, oui, mais quand ça tourne, pourquoi... Enfin bref, j'ai des... C'est-à-dire que l'angle de rotation évolue, et donc effectivement en hiver c'est plus l'hémisphère sud qui va être face au soleil, plus proche du soleil. Moi j'avais tendance à penser bêtement que plus on était près du soleil, plus il faisait chaud, et quand plus on était loin, il faisait froid. Mais si on tournait, c'était un peu... Donc, vous voyez, j'ai des tas de trucs comme ça que j'ai pas compris dans ma vie. Mais il va falloir que je me mette à bosser pour comprendre ça, là. Faut refaire les cours de SVT du collège. Voilà. Non, mais ça reste intéressant. Et donc, forcément, sans être éprouvé par tout un tas d'idées fausses, on sait plus pourquoi la vérité est la vérité. Donc, on se trouve tout à fait incapable de la défendre. Et en plus, dans le domaine scientifique, il n'y a pas de vérité. Donc, le but de la recherche scientifique, c'est de montrer qu'une idée que vous avez eue dont tout le monde pensait qu'elle était la bonne, par exemple, Newton, il y a un type qui arrive derrière et qui la change. Donc, ce qui est fascinant, si vous voulez, c'est cette recherche perpétuelle de la vérité, tout en sachant qu'elle est inatteignable. Oui. Moi, c'est ça qui me fascine dans la pensée, c'est que dans le fond, vous dites, je vais continuer à chercher la vérité, mais je sais que je ne la trouverai pas. Mais ça fait rien, c'est quand même rigolo de la chercher. Oui.
Pour moi, la vérité, c'est un but qu'on ne peut pas atteindre. Ouais. Et d'ailleurs, c'est... Et si quelqu'un vous empêche de dire votre vérité, ça veut dire qu'il pense que lui, il a atteint son but. C'est-à-dire que c'est un crétin. Tout à fait. Donc c'est très narcissique. C'est très narcissique. Donc et d'ailleurs, notamment, alors c'est plus le cas dans le domaine politique que scientifique, mais dans le domaine politique, il y a des idées qui peut-être sont fausses à un instant T, mais qui se révèlent vraies plus tard, ou du moins, c'est pas forcément qu'elles sont fausses à un instant T, mais qu'on n'a pas vraiment d'éléments probants, et puis plus tard, il se trouve qu'on a des éléments probants. Donc si on interdit des opinions parce qu'il n'y a pas encore d'éléments probants, c'est-à-dire que derrière, on sera incapable de le prouver lorsqu'on aura eu les éléments probants. Et ça par exemple, c'était un gag récurrent encore une fois, pendant la période du Covid, où à chaque fois, on avait des changements de législation tous les 2 mois sur les confinements, les couvre-feux, les passes sanitaires, les vaccinations, etc. Où à chaque fois, ceux qu'on nommait les complotistes disaient mais on va nous obliger à avoir un pass sanitaire lorsque c'était pas encore officiel. Et puis les grands fact-checkers bienfaiteurs de ce monde disaient mais non, le gouvernement n'a absolument pas dit qu'il y allait avoir un pass sanitaire. 2 semaines après, patatras, il y avait un pass sanitaire qui était annoncé par Olivier Véran. Et derrière, les fact-checkers disaient oui, alors quand on l'a dit, c'était pas encore vrai, etc. Mais du coup, vous êtes quand même des complotistes. Oui, enfin, d'accord, mais enfin, du coup, jusqu'à la preuve du contraire, les complotistes avaient quelques semaines d'avance sur les fact-checkers en l'espèce. C'est très embêtant quand vous fixez la vérité, automatiquement, vous aurez des gars qui vous diront c'est pas vrai, ils auront raison. Ça peut pas être autrement. Dès que vous dites la vérité existe, avec un grand L, ouais. Ben vous êtes cuit. C'était le problème du marxisme, c'est qu'il vous disait effectivement, il n'y a pas de... c'est l'horizon indépassable de la pensée humaine. Eh ben non. Donc, si vous voulez, dès que quelqu'un vous dit qu'il a la vérité, vous vous grattez la tête et vous dites je pense pas. Effectivement. Mais d'ailleurs, c'est pour ça aussi que la gauche est aussi peu attachée à la vérité. Déjà, les marxistes l'ont jamais été. Marx et Engels n'étaient pas des grands fanats de la liberté d'expression. Pour eux, c'était une sorte de privilège bourgeois. Mais effectivement, ils pensent que comme la vérité est une et indivisible, il n'y a que la gauche qui peut être du côté de la vérité, parce que la droite peut estimer que la vérité est multiple. C'est-à-dire qu'il y a des vérités en réalité, et voilà, et on est plus ou moins proche de la vérité, mais on ne l'atteint pas totalement, alors que la gauche au moins permet d'atteindre le Saint Graal, qui est la vérité unique. Évidemment, vous avez dit la vérité, vous avez le droit aussi de mettre en prison ceux qui ne sont pas d'accord. Bah oui. Parce qu'ils sont foncièrement méchants. Bah oui. Parce qu'ils ne reconnaissent pas la vérité. Évidemment. Donc, si vous voulez, le problème, c'est quiconque reconnaît que la vérité existe et qu'il la connaît, devient un fou qui est un vil, un procureur tout de suite. Il met tout le monde en prison. Enfin bref, et forcément, toutes ces histoires de censure, en fait, permettent... et aussi, c'est un freinage, ça amène automatiquement une stagnation intellectuelle. Ouais, absolument. C'est une stagnation intellectuelle et culturelle. Et forcément, ça provoque aussi des stagnations de systèmes politiques. C'est-à-dire que si on n'a pas le droit de changer d'idée, finalement, beaucoup de systèmes politiques sont décrits d'un point de vue purement fonctionnel. C'est-à-dire on parle de comment s'organise l'Assemblée nationale, comment s'organisent les élections, etc. Mais les régimes politiques, en général, ça c'est que la face, vraiment la vitrine. Mais les systèmes politiques, en général, sont accompagnés aussi d'idées et de carcans d'idées dont on ne peut pas sortir, pour justement limiter au maximum l'émergence d'autres élites, de contre-élites en quelque sorte. Et justement, la censure permet de limiter l'émergence de contre-élites de cette manière. C'est-à-dire qu'on voit bien ce qui se passe en Angleterre, c'est que alors les travaillistes étaient en plein dans le bourbier, mais les conservateurs y ont participé aussi. Et donc au final, c'est toute la classe politique qui est mêlée dedans. Et on a l'impression que si vous parlez donc de ce problème-là, vous êtes finalement à mettre au banc de la société. Et c'est pour ça que tous les partis politiques détestent autant le Reform de Farage, parce que justement Reform dit nous on arrive avec des idées un petit peu nouvelles et pas des idées préconçues
par un système politique, et donc c'est pour ça aussi qu'ils veulent absolument limiter l'influence de Twitter, de X avec Elon Musk, parce que justement Elon Musk peut permettre, avec sa manière très novatrice de penser, c'est une sorte il incarne en quelque sorte le conservatisme moderne, enfin du 21e siècle, et donc ça permettra à terme l'émergence de nouvelles classes politiques. Et donc c'est exactement ce qu'ils veulent absolument empêcher en Europe. La plupart des oppositions sont relativement contrôlées d'une manière ou d'une autre, quoi. Ne serait-ce que d'un point de vue moral. Oui, et puis vous avez ce qu'on appelle l'UPR, enfin l'université, vous savez, l'UPRS, le parti, la gauche, l'UMPS, qui est dans le fond les mêmes qui gouvernent. Fabius et Juppé, c'est pareil, ils sont copains comme cochons, tout va bien, quoi. Ouais. Donc ce qu'il faut, c'est se débarrasser des élites existantes. Moi, je crois que c'est un bon mot de la fin. Bah oui. Il faut les pousser vers la sortie. Oui. Élection après élection, parce que visiblement certains pays y arrivent de manière démocratique. On espère que la France fera partie de ces pays-là aussi, sinon, ma foi, ça risque d'être un sacré bain de sang, ce que personne ne souhaite. Et sur ce, voilà, je crois que c'est le moment de la fin. C'est le moment de la vie, et le droit de dire des conneries avec conviction est un droit absolument essentiel. Ouais, sinon on n'aurait pas le droit de faire cette émission, je crois. Voilà. Donc, vive la liberté. Oui, absolument. Vive la liberté. Passez une bonne semaine et à très bientôt sur l'Institut des Libertés. Merci beaucoup.